de mon background énergie. Donc les 3 petites étapes que je vous propose pour mes 20 minutes restantes, chef, s'il vous plaît. La première étape, je vais donner quelques petites boussoles typiques de la gestion de projet, avec bien sûr l'angle renouvelable ou durable, comment il se trouve dans ces boussoles. Ensuite, je donnerai quelques exemples, on va dire, vécus, que j'ai vécu de très proche, de très près. Et puis je terminerai avec quelques slides, je dirais, encourageants. En tout cas, dans le milieu de l'énergie, il y a de bonnes nouvelles qui nous attendent tous. Alors, la première boussole, donc, qui est utilisée en général au plus haut niveau de la hiérarchie quand on crée un projet, on considère le revenu, la richesse du projet, les dollars, les euros, les dirhams. L'autre angle, c'est la sécurité énergétique. On va donner un exemple de l'Espagne. Il y a 20 ans, l'Espagne s'est dit j'ai du soleil, j'ai du vent, j'ai beaucoup de centrales au charbon, j'en ai au gaz, il est temps que je me lance dans le renouvelable. Ils se sont lancés à fond dans le renouvelable avant tout le monde, en même temps que la Californie, by the way. Et il y a eu un engouement énorme. 36 sociétés sont sorties de terre très rapidement parce que le gouvernement avait mis un beau tarif attrayant pour faire venir des gens. Et donc, la sécurité énergétique de l'Espagne s'est diversifiée et ils ont découvert tout le renouvelable à tel point qu'ils en ont trop aujourd'hui. Enfin, trop d'énergie dans l'ensemble, donc il y a beaucoup de centrales qui sont éteintes, qui prennent la poussière. Et le troisième angle, que j'ai un peu gonflé, qu'on appelle en général l'environnement. Mais l'environnement, c'est quoi? C'est l'eau, c'est l'air, c'est le feu, c'est la terre, et sans oublier l'homo sapiens sapiens et son côté social et toute la biologie, et qu'on a déjà abordé, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. L'environnement est un élément très complexe. Un autre exemple, c'est l'Allemagne, qui a décidé, donc chaque projet se trouve quelque part sur cette boussole, sur ce triangle. L'Allemagne qui a décidé de se retirer du nucléaire, donc ils se sont lancés à fond dans l'énergie renouvelable, à tel point qu'ils en ont jusqu'à 20% déjà, mais résultat des courses, c'est vrai que le nucléaire n'en a plus, mais on consomme encore beaucoup de charbon, donc le côté environnement il a un peu baissé. Le côté les barres en or, elles ont un peu baissé aussi parce que les Allemands, malheureusement, ils payent plus cher de l'énergie. Donc voilà, on se trouve toujours calé quelque part dans un coin de la boussole en fonction de notre projet. La deuxième boussole, bon, typiquement, on parle toujours d'un triangle, mais moi j'aime bien le pentagone ou le pentagone. Les typiques, c'est la qualité, le on-time et le fameux budget. Moi j'aime bien deux autres qui sont satisfaire le client. Parce que si un client est satisfait, il y a d'autres projets qui arrivent et puis l'interaction pourra se faire mieux dans le projet en cours. Et bien sûr, tout en haut, HSE. Alors, les angles l'environnement là-dedans, c'est le E de HSE. En général, je vais donner un exemple typique des sociétés pétrolières américaines. Ils n'ont pas beaucoup d'angle environnement. C'est focalisé sur le core business. L'environnement, c'est seulement s'ils sont obligés de faire quelque chose, mais sinon l'environnement ne les intéresse pas, ils sont focalisés sur le core business. Tandis qu'en Europe, les BP, les Shell et les Total, parce que la population européenne est apparemment différente, ils aiment, ils veulent que, et INI aussi, ils veulent que ces sociétés pétrolières aient un angle vert, et donc alors ils prennent des décisions de faire des projets renouvelables. Donc tout dépend de la première boussole, si on est obligé ou pas. Ensuite, une troisième qui est un exemple parmi d'autres, mais c'est l'exemple typique du concept d'ailleurs utilisé au Maroc dans les nouvelles centrales électriques que vous soumettez en appel d'offres. C'est le modèle IPP qui a été inventé dans les années 90, Independent Power Producer, qui est en plein milieu. Tout autour, je ne vais pas aller dans le détail, il y a toute une panoplie de contrats et puis toute une panoplie d'acteurs. Bon, je n'ai pas pu visualiser parce que ça devient invisible, mais si vous imaginez que derrière chaque bulle, il y a entre un individu jusqu'à des milliers, surtout en EPC, et que ces individus parlent entre eux presque tous les jours, imaginez le caractère humain là-dedans,
pour qu'un projet fonctionne. C'est pour ça qu'on est tous là. Et d'ailleurs, félicitations d'être parmi nous, parce que ceux qui en avaient le plus besoin, ils ont trouvé les bonnes excuses de ne pas venir. Alors maintenant, je vais passer vers quelques exemples. Alors, le premier, c'est tout ce qui est gaz, en français, torché. Alors aujourd'hui, j'ai mis tous les pays, enfin les top 10, qui envoient du gaz, c'est-à-dire du gaz associé, donc on produit du pétrole, et en produisant le pétrole, il y a aussi du gaz qui s'en va. Je vais focaliser sur une photo que vous connaissez sans doute de l'Irak. Depuis que l'Irak existe, c'est très beau d'ailleurs par avion, quand vous volez de l'Europe vers Dubaï, vous passez au-dessus de ces flammes qui sont là depuis plus de 30 ans. Et malheureusement, moi j'ai été impliqué il y a une petite dizaine d'années où les pétroliers ont été demandés maintenant il est temps, à l'époque après Saddam Hussein, de capturer ce gaz et en faire quelque chose, plutôt que simplement le faire partir en fumée. Et les pétroliers, avant la crise du pétrole qui s'est planté, enfin du Brent qui s'est clairement réaligné au prix, on va dire, plutôt normal, ils ont cru bien faire de construire une vraie usine à gaz, mais dans les deux sens du terme. C'est-à-dire, en effet, il fallait traiter ce gaz, mais en plus, ils ont construit sur plan des grosses, on va dire des Rolls-Royce, alors qu'une belle Dacia aurait pu faire la solution. Et bien, devinez quoi, il n'y a pas d'usine encore en place. Et en dernière minute, moi j'étais là-bas et j'ai intervenu au sujet de, politiquement, ceux qui étaient en place, ils ne savaient pas se défendre. Ça faisait 10 ans que les pétroliers étaient actifs à prendre le pétrole, mais le gaz, c'est un produit secondaire, ça n'a pas de valeur, hein, on le laisse partir. Et politiquement, il y avait quand même un problème, s'il y avait des élections qui arrivaient. Alors j'ai proposé une solution modulable, en modules, en morceaux, petits, sur des barges, et qui a été livré en 1 an et demi, mais seulement pour 500 MW. Donc c'était donner un angle, on va dire, de développement plus durable, plutôt que l'angle en fumée. Au moins on fait de l'électricité, les gens peuvent avoir des ateliers, peuvent tourner leur business, mais c'était à petite échelle. Donc ici encore, même s'il y avait des grands contrats écrits, sans l'intervention de gens qui sont dans les projets, pour trouver une solution qui n'est pas dans les contrats, ça c'est une des leçons, c'est bien d'appliquer la règle, mais il faut parfois comprendre la réalité du terrain. La deuxième, celle-ci, elle est très facile, c'est une anecdote réelle, où j'étais avec une équipe à faire ce qu'on appelle du framing de projet, et il y avait un Brésilien dans la pièce, et on parlait du Brésil, et de nos belles intentions de faire des grands travaux pour aller gaz dans le Brésil. Et puis j'ai dit à mon copain, pas très sérieusement, derrière, je dis, mais pourquoi tu ne protèges pas ta belle forêt amazonienne, plutôt que la saccager là. Et il me regarde, mais t'es qui toi, Vincent? Pardon? Tu ne crois pas qu'en Europe, il y avait une belle forêt avant que vous avez mis toutes vos usines? Donc il y a une notion aussi de territoire. On aime bien être dans le vert, mais quand il s'agit de développer de l'emploi, de développer du revenu, l'environnement et le durable, il recule. Tout ça, encore une fois, c'est l'humain qui décide. Hein. Alors ça, c'est une autre expérience de photo. En fait, c'est un endroit qui s'appelle Bonny Islands au Nigeria, où il y a la plus grosse centrale de GNL au Nigeria de 7 millions de tonnes par an. C'est vraiment un monstre. Et autour de ça, il y a une petite communauté de 3000 personnes qui vivaient très mal, la photo de gauche, parce que pas d'électricité, donc on ne pouvait pas avoir de travail local, on ne pouvait pas avoir un frigo, une télé, faire tourner une machine à coudre. Et donc, les populations locales empêchaient le pétrolier de fonctionner, donc on devait arrêter la centrale. Enfin, ça ne s'appelle pas la centrale, c'est une usine de gaz. Et ça coûtait des dizaines, voire des centaines de millions de dollars par an, perte. Uniquement parce que la communauté locale vient se mettre devant la porte et dire faites quelque chose les gars, parce que nous, on s'en va, on ne sait rien faire. Eh bien, ça n'a coûté que 5 millions pour tout changer. En 5 millions, on a fait la photo de droite, on a créé un petit réseau aligné, donc
tout le monde de la communauté a pu avoir accès à l'électricité, a pu lancer son petit business, à tel point qu'aujourd'hui la consommation d'électricité a déjà triplé. Et le pétrolier qui fait tourner son GNL, il ne perd plus de cargo, pas. Donc c'est du win-win. Mais encore une fois, ce n'était pas dans les contrats, c'est des gens locaux, des projets qui comprennent ce qui se passe. Donc le message ici, c'est d'être, s'adapter à la réalité du terrain. Et un dernier exemple que j'ai vu en Indonésie, ou que j'ai mené, la production d'huile de palme. Ils ont des mines, donc un pressoir un pressoir. Et puis il y a énormément d'effluents qu'on envoie dans des lacs, la photo de gauche. Et c'est des effluents qui sont un mélange un peu de restant d'huile, un peu d'eau et beaucoup de graisse végétale, fermente, fait du méthane et tout part dans l'atmosphère. Et ils savaient que le méthane était 21 fois plus l'effet de serre est 21 fois plus fort que le CO2. Donc ils se sont mis à mettre la photo de droite, une belle bâche sur les étangs et pour capter le méthane. Et puis tout à fait à droite, on voit un peu comme l'Irak, sauf que ici c'est beaucoup plus petit. On mettait le feu à ce méthane et grâce à ça, ils avaient l'huile plus verte et ils pouvaient la vendre plus cher. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas l'électricité avec ce méthane plutôt? Ah oui, alors maintenant ils le font, et grâce au revenu de l'électricité que l'on vend au réseau local qui est en déficit, eh bien, ils payent la moitié des coûts d'exploitation et de maintenance du pressoir. Bon, encore une fois, pas dans les contrats, donc vous avez compris mon message, c'est bien de suivre les structures, mais il faut comprendre aussi ce qu'il y a autour. Alors les bonnes nouvelles, en effet, il y en a un paquet. Alors je regarde, vous connaissez peut-être ce slide. Les 4 boulets, je les appelle boulets, je ne les appelle pas des étoiles, de droite sont exprimés en réserve, que ce soit le charbon, le gaz, le pétrole ou le nucléaire. Oh, pardon, je peux voir, je réfléchis. Donc les 4 boulets, merci beaucoup, les 4 boulets à droite, c'est les réserves totales de pétrole, de gaz, nucléaire, de charbon, alors que toutes les autres, c'est des réserves annuelles. Et la boulette tout à fait à gauche, ça c'est la consommation annuelle de la planète. Donc, les Marocains sont sauvés, le soleil vous avez, tout ce qu'il faut. Vous avez aussi l'éolien tout en haut. Donc ça c'est une excellente nouvelle. L'autre nouvelle qui n'est pas dans les slides, c'est que depuis, on va dire, moins de 5 ans, entre 5 ans et maintenant, le renouvelable est enfin moins cher que le conventionnel. Pas partout, encore. Il faut encore un peu attendre. Mais dans certaines parties du monde, il n'y a plus besoin de subsides pour faire tourner. Donc ça, c'est la deuxième bonne nouvelle qui commence à donner vraiment des aides au monde du renouvelable, à tel point que c'est un milieu, on va dire pour l'instant, un peu risqué, parce qu'il y a tellement de gens qui sont intéressés que les prix et le combat est féroce. Mais là, c'est un autre débat. Et donc pour le Maroc, petit résumé, tout ce qui est dans le carré, c'est toutes les énergies renouvelables. À l'extérieur du carré, c'est les conventionnels. Mais en gros, le Maroc peut se payer toutes les énergies renouvelables disponibles sur le marché. Et mon dernier slide, qui est plutôt un partage parce que j'ai vu un paquet de projets, petits et grands et moyens, avec des équipes toutes différentes. Le seul continent que je n'ai pas touché, c'est l'Amérique latine. Donc j'ai croisé pas mal de cultures. Et ça, c'est mon résumé si on me demandait quelle est ta clé pour un successful project. Un, c'est le fameux MOSTAR, donc avoir une claire vision, mission, objectif, stratégie, tactique, les actions et les ressources. Ça paraît simple, mais en général, vous demandez à n'importe quel niveau de la hiérarchie de réciter la vision, la mission, quel que soit le niveau, parce que tout en haut ou un peu plus bas, ça doit s'adapter, c'est pas toujours la même chose. Dans la plupart des cas, on ne sait pas très bien
ou en tout cas, tout le monde a sa vision, mais le projet n'a pas une vision. La deuxième, ce sont ce que j'appelle les hard skills. C'est ce qu'on a déjà dit, un organigramme, des matrices, la job description avec clairement les compétences, et la matrice RACI, responsable, accountable. Mais ça, c'est le hard. Ça, je vais dire, c'est la partie facile, même si c'est déjà complexe, mais c'est facile. J'en parlerai, je vais dire pourquoi après. Et c'est d'autant plus facile que ça se mesure. À l'école, on s'est compté de 1 à 10. On s'est fait un projet, on s'est fait un planning, on s'est utilisé Excel. Tout ça, quand vous faites des interviews, ok, la personne, pareil, parfaite. Maintenant, on arrive dans les softs. Et ça devient plus intéressant. Je ne devrais pas élaborer puisqu'on en a déjà parlé, c'est le côté humain. Et ça, c'est très difficile en un interview d'1 heure pour comprendre que la personne, elle sait maîtriser son self-control, elle comprend productivité, c'est quoi, l'intelligence, lire derrière les lignes, perception, l'influence. Je ne vais pas parler d'arrogance, c'est trop fréquent. Donc, c'est le côté humain qui est sans doute un des challenges les plus grands, c'est qu'on ne sait pas montrer son CV, je suis parfait, humainement, ça ne se fait pas, ça se fait uniquement sur le temps, et c'est pour ça que beaucoup se cassent les dents et que les projets souffrent. Mais ce n'est pas mission impossible, hein, parce qu'il y a des méthodes de coaching qui aident à identifier justement ces comportements et les faire travailler ensemble. Alors, le suivant, c'est tout ce qui est connect. En mettant le premier communication, on communique jamais assez. Ça, c'est, même si on communique, il faut toujours se dire c'est jamais assez, justement pour mettre tout le monde à la page. Il faut dans les organisations minimiser le nombre de niveaux, parce que par expérience, au-delà de 5, en dessous de 5, il n'y a plus de contact entre la tête et les pieds, donc c'est la catastrophe. Et en faisant ça, vous êtes obligé, d'abord il faut que tout le monde, si je suis pas logique là, pardon, on doit comprendre ce que les autres font. Il faut plus d'intégrateurs pour intégrer les jobs entre eux. Il faut augmenter la responsabilité de chacun, de l'accountability. C'est sûr, si vous coupez des niveaux, mais il faut qu'à chaque niveau, les gens... Une minute, Vincent. On y est, ce sera en seconde. Merci. Il faut que les gens aient plus de mandats, parce que si on est dans une organisation, je suppose qu'il y en a plusieurs qui le savent, si on doit passer par 10 personnes qui doivent chacune signer, by the time it's on the other side, on a raté le train et les gens ne savent pas de quoi on parle. Donc il faut simplifier et donner plus de rank au personnel d'accountability. Réciprocité, ça veut dire quoi? Donner par exemple à quelqu'un un job pendant la construction, s'il est responsable d'un certain morceau de l'usine, ben, il faut s'assurer que cette personne sera celle qui fera tourner l'usine aussi. Comme ça augmente le niveau de responsabilité et d'accountability, simplement parce que la même personne connaît ce qu'il va construire, s'il sait ce qu'il va devoir tourner avec, ben, il fera peut-être un effort différent que si c'est quand même transféré à une personne inconnue. Reward, oui, il faut absolument changer le reward. On est dans le conventionnel, le projet est beau, on donne des dollars, mais je sais pas comment dire en français, le reward, récompense, il faut récompenser pour d'autres valeurs, par exemple récompenser les gens qui demandent de l'aide et ceux qui donnent de l'aide, plutôt que simplement des chiffres qui sont un peu plus gros, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé. Justement pour mettre l'accent sur la collaboration entre les humains. Et encore une fois, le tout dernier, continuous improvement, il n'y a pas un projet qui peut se répéter chaque jour de manière identique, puisque une maison qui se construit ou une usine qui se construit, et chaque jour il y a un autre environnement, on est dans une autre phase, et là ça demande beaucoup il faut être humble dans son attitude, et il ne faut pas se dire ah maintenant je maîtrise, parce que demain c'est un autre challenge. Et je vous remercie. Merci Vincent, merci pour cette